Je sors avec ma copine depuis presque un an. Et le mois dernier, nous avons emménagé ensemble. C'est peut-être un peu rapide, je ne sais pas. Mes parents pensaient que c'était le cas. Mais honnêtement, tout était super au début. Nous nous entendons très bien. Et nous n'avons jamais eu plus qu'une brève dispute. Mais ensuite, elle a commencé à siffler. C'est tellement stupide, je sais. Mais elle siffle toujours cette chanson bizarre. Et ça me tape vraiment sur les nerfs. Ma mère n'arrêtait pas de me dire qu'une fois que vous avez emménagé avec quelqu'un, vous découvrez toutes les bizarreries qu'il vous cachait. Et ce n'est pas comme si je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Mais pour une raison quelconque, c'est un problème permanent chez nous. Je ne sais pas quoi faire. Au début, je l'entendais juste siffler quand elle prenait sa douche. C'était plutôt mignon, comme sa propre petite chanson sur le thème de la salle de bain. Je n'ai pas reconnu la mélodie, mais elle était très distincte. Je pourrais l'imiter de mémoire si je le voulais. En fait, parfois ça reste coincé dans ma tête, et ça me rend un peu folle. Après environ une semaine, je lui ai demandé quelle était la chanson, et elle a juste ri. Je me demande si elle l'a peut-être inventée toute seule. Quelque chose qu'elle fait distraitement, surtout une fois qu'elle a commencé à le faire davantage. Une fois, je lisais un livre, et elle était sur l'ordinateur. Elle se mettait à siffler. J'ai essayé de l'ignorer. Je me sens sérieusement comme une conne d'être aussi grincheuse à ce sujet. Et je sais qu'elle ne faisait pas ça pour m'ennuyer. Mais elle ne faisait que continuer encore et encore. Et cela détournait mon attention de ce que je faisais. Donc, j'ai finalement dit quelque chose il y a quelques nuits. Je parcourais des documents pour le travail, et elle a commencé à siffler comme une folle. Encore et encore. J'essayais de ne pas y prêter attention, mais c'était sérieusement excessif. Je sais que vous pensez probablement que je réagissais de manière excessive, mais j'avais l'impression qu'elle sifflait droit dans mon oreille, et cela a juste effiloché ce qu'il me restait de patience. Aussi calmement et gentiment que possible, je l'ai appelée et je lui ai demandé de se taire. Elle n'a pas répondu. Je lui ai demandé à nouveau, et elle n'a toujours pas répondu. J'ai alors quitté la chambre, et je l'ai trouvée dans le salon, en train de regarder un film. Elle ne sifflait plus. Et pour une raison quelconque, cela m'a vraiment énervée. J'avais l'impression qu'elle se moquait de moi. Et elle m'a juste regardée, comme si elle ne savait pas ce que je voulais. Je lui ai demandé si elle pouvait arrêter de siffler autant. Et elle m'a juste dit qu'elle ne sifflait pas. Avec le recul, je me rends compte qu'elle ne se rend peut-être pas compte de ce qu'elle fait. Mais personne ne siffle autant et ne le remarque pas. Ce n'est pas vraiment dans son genre de jouer avec moi comme ça. Et je ne sais pas ce qu'elle essaie d'en tirer. Je pensais peut-être qu'elle se moquait, ou faisait une blague. Mais elle devait voir à quel point j'étais ennuyée. Je lui ai encore demandé de ne pas siffler si fort. Et elle n'a pas répondu. Il y avait de la tension dans la pièce. Et c'était notre première dispute depuis que nous avions emménagé ensemble. Même si elle n'a pas sifflé pendant le reste de la nuit, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail de toute façon, parce que j'étais contrariée par la confrontation. Puis, bien sûr, la nuit suivante, elle sifflait à nouveau. Je l'entends quand elle rentre du travail, et elle continue pendant au moins 1 heure. Je ne voulais pas avoir une autre dispute. Alors je suis restée dans la chambre, et je l'ai écoutée bouger pendant un moment. J'avais l'impression de faire exploser les choses, mais honnêtement, à quel point est-ce difficile de ne pas siffler tout le temps ? Ce n'est pas grave quand c'est de temps en temps. Mais j'ai l'impression qu'elle ne siffle plus qu'elle ne me parle maintenant. J'étais assise dans la pièce en train de penser à ça. Et c'est probablement pour ça que j'étais énervée quand je suis finalement descendue. Elle préparait le dîner, ce qui était mignon, mais elle sifflait toujours. Alors je lui ai dit doucement « Hé chérie, peut-être qu'on devrait mettre de la musique à la place, pour que tu n'aies pas à remplir le silence avec des sifflements. » J'ai essayé de le jouer comme une blague, mais je savais qu'elle allait probablement voir clair, et s'énerver à nouveau. Elle ne s'est même pas tournée vers moi. Elle a juste soufflé et a continué à cuisiner. Au bout d'1 minute, je lui ai dit que j'étais désolée pour l'autre soir. Mais le sifflement me faisait mal aux oreilles. Et si elle pouvait essayer de ne pas siffler autant et si fort, cela me rendrait la vie beaucoup plus facile. J'ai l'impression d'avoir été juste.
Je sais que cela semble contrôlant et pointilleux, mais cela me dérangeait beaucoup. On a tous nos défauts. J'essaie de ne pas mâcher bruyamment à table parce que ça la dérange. Alors pourquoi n'arrête-t-elle pas de siffler parfois pour moi? Mais elle a totalement paniqué. Elle s'est retournée et elle m'a dit qu'elle ne sifflait pas, et qu'elle ne savait pas quel était mon problème. À ce stade, je ne comprends pas pourquoi elle faisait ça. Ce n'était évidemment drôle ni pour l'un ni pour l'autre. Et elle semblait vraiment bouleversée. Et je ne sais pas pourquoi elle n'arrêtait pas de me provoquer. Je lui ai demandé quel était son problème. Pourquoi elle était si défensive à propos de ce stupide sifflement. Et elle m'a dit de me taire. Elle m'a dit qu'elle en avait marre d'en parler. Comme si c'était moi qui étais désagréable. Je ne me fâche jamais contre elle, mais j'ai juste craqué. Je lui ai dit d'arrêter de siffler, avant de perdre la tête. Elle m'a traité de folle, juste parce que j'étais un peu contrariée. Et d'une certaine manière, c'est tout ce que je pouvais supporter. J'ai attrapé une des casseroles en fonte du poêle, et je l'ai balancée vers sa tête aussi fort que possible. Elle est tombée et s'est cognée la tête contre le comptoir. Je pense que je l'ai frappée peut-être 3 ou 4 fois. Je ne me souviens pas. Je me sens horrible. Il y avait du sang partout. Et sa mâchoire était peut-être cassée. Non, je pense que c'est sûr. Je n'arrivais pas à croire que j'avais perdu mon sang-froid comme ça. Et je n'ai aucune idée de comment on peut dépasser ça. J'ai tellement honte de laisser les choses devenir physiques. Peu importe à quel point elle aurait pu me provoquer. Mais voici le problème. Elle siffle toujours. Je lui ai demandé gentiment d'arrêter. Mais maintenant elle ne s'arrête même plus. Depuis 2 jours, elle est allongée sur le sol de la cuisine, les yeux révulsés et la bouche grande ouverte, marinant dans son sang coagulé. Et elle siffle toujours. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas rompre, mais c'est trop. J'ai juste besoin qu'elle se taise. Juste, ferme-la. 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 À l'époque, cette affaire était très célèbre en Allemagne. Ce qui serait étrange s'il ne s'agissait pas d'une affaire exceptionnellement déconcertante. Sinon l'histoire se serait perdue parmi les nombreux documents et anecdotes gardés secrets à l'intérieur des prisons, et qui ne reviennent jamais à la lumière. C'est arrivé en 1937, dans la plus grande prison d'Allemagne, la prison de Stedeleim, à Munich. Cette prison est en elle-même célèbre pour avoir exécuté plusieurs détenus par guillotine, mais ce dont beaucoup n'ont pas entendu parler, c'est ce qui est arrivé à un prisonnier nommé Kurt Kaufmann. Alors, permettez-moi de vous servir de rapporteuse et de vous mettre à jour. En 1930, un dossier avait été ouvert par les autorités policières. Plusieurs personnes portées disparues avaient été signalées simultanément. Et après un certain temps, l'enquête les a déclarées mortes. Pourtant, il semblait évident que ces décès étaient liés d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas fallu longtemps aux gens pour imaginer le pire. Dans les rues de Berlin, la rumeur d'un possible tueur en série vivant parmi les citoyens s'est répandue. Finalement, les soupçons de tout le monde ont été confirmés. Le 20 juin 1931, le tribunal condamna Kurt Kaufmann à la prison. La raison ? Kaufmann était le seul habitant de la zone proche du lac Müggelsee, dans lequel la police a retrouvé pas moins de 6 corps, dont l'état a à la fois horrifié et dérouté les enquêteurs. Les corps étaient complets, mais présentaient des rougeurs et des gonflements à divers endroits. Bien sûr, c'était normal. La chose vraiment étrange était dans leurs organes internes. C'est la question. Les organes internes. Ils n'étaient plus là. Non que tout ait disparu. Certains corps manquaient d'un ou 2 reins, d'autres du pancréas, d'autres d'une partie de l'intestin. Cependant, ils partageaient tous cette unicité. Et de plus, ils n'avaient aucune idée de la façon dont ils avaient été extraits. Il n'y avait pas d'incision, de blessures, de marques de couture ou même d'échymose. Comment un tel crime avait été commis était un mystère pour tous. Selon les témoignages de Kaufmann, il a plaidé non coupable et a soutenu qu'il n'avait aucune idée de qui étaient les victimes ou qui avait perpétré une telle atrocité. Et bien qu'il ait été interrogé sur ce qui s'était passé, pourquoi
Et comment? Kaufman n'a pas répondu, affirmant qu'il était libre de toute culpabilité, que c'était une erreur, et qu'il avait été piégé. Même ainsi, la décision a été confirmée, et Kaufman a été condamné. Quelques années se sont écoulées, pendant qu'il purgeait sa peine, et ils essayaient toujours de résoudre cette affaire. Ils en vinrent à croire qu'un parasite, ou une substance dans le lac, s'était infiltré dans les corps, et avait détruit les organes internes. Enfin, ils ont développé la théorie selon laquelle Kaufman avait utilisé un certain type de produit corrosif sur ses victimes, ce qui les avait rongées de l'intérieur. Cela soutenu par différents composés pharmaceutiques trouvés dans sa maison. Ça a été convenu comme l'explication la plus raisonnable, bien qu'il n'ait pas pu le vérifier. Selon eux, il y avait suffisamment de preuves pour lui donner la peine de mort. Pendant ce temps, le prisonnier recevait des traitements cruels à l'intérieur de la tristement célèbre prison. Le chef des gardes avait été profondément impitoyable avec lui, et en 1936, il avait été transféré dans une cellule à sécurité maximale. La cellule nommée Der Kloak était une véritable référence de cruauté, même s'il s'agissait d'un criminel. Le prisonnier était confiné dans cette cellule, les mains liées derrière le dos, et alimenté uniquement par un tube, qui s'étendait de l'extérieur jusqu'à sa bouche. La cellule était impénétrable, et la seule clé était détenue par le chef des gardes. La date d'exécution avait été fixée le 20 septembre 1937. La veille de son exécution, 2 gardes se rendirent dans sa cellule pour faire les préparatifs. Ils ouvrirent Der Kloak, mais à l'intérieur, gisait un homme qui avait déjà été jugé. Kurt Kaufman était mort. Son corps était rouge et enflé. Ses organes avaient disparu. À ce jour, aucun expert ne peut expliquer comment Kaufman est mort, puisque sa cellule a été renforcée au point d'être impénétrable. À quel moment? Qui ou quoi est entré et a mis fin à la vie du malheureux Kaufman? L'histoire est passée de prisonnier à prisonnier, de garde à garde, de bouche à oreille. Une anecdote étrange mais fascinante, qui a échappé à la confidentialité. Je demande à ceux qui écoutent cette histoire, si Kaufman était en isolement, gardé 24 heures sur 24. Si tous les gardes en rapport avec lui faisaient l'objet d'une enquête, sans que personne ne soit reconnu coupable, qui ou quoi a tué Kaufman et les 6 autres? Pour terminer, quand ils ont eu l'occasion d'examiner le corps de Kaufman récemment décédé dans les mêmes conditions que les victimes du lac, ils n'ont trouvé aucune preuve d'un composant chimique étrange. Et ont conclu que la théorie corrosive était fausse. Dites-moi, Snapchat, ça vous dit un truc? Je suis sûre que oui. La plupart d'entre vous ont déjà utilisé cette application, se sont amusés avec les filtres, et si ce n'est pas le cas, vous en avez au moins entendu parler. Avec cette application de discussion, les conversations peuvent totalement disparaître une fois que le message a été lu, et que vous quittez la page. Si vous faites une capture d'écran de la conversation, votre interlocuteur le sait immédiatement. Ça donne évidemment lieu à des débordements de certaines personnes. Je ne vous fais pas un dessin. Je me doute que vous imaginez très bien ce qui peut être envoyé comme message ou photo dans ces conditions. Il fut un temps où j'étais moi-même extrêmement présente sur cette application. À l'instar de Facebook ou Instagram, j'y publiais des stories de tout ce que je faisais. Une promenade avec mon chien, une sortie au restaurant, shopping et autres. Tout était prétexte à exposer ma vie. C'est tellement narcissique, vous ne trouvez pas ? Enfin, je m'égare un peu. Ce n'est pas de mes stories barbantes dont je voulais vous parler. Il y a quelque temps, je dirais peut-être 5 ou 6 mois, quelqu'un m'a ajouté sur Snapchat. Je ne suis pas quelqu'un de timide, et j'ai la conversation facile, donc j'ai tendance à accepter un peu tout le monde. Donc, cette personne m'a ajouté et a engagé la conversation immédiatement. D'après ses dires, c'était un homme de 28 ans, célibataire, et passionné par la nature et la photographie. En soi, il n'avait que 2 ans de plus que moi. Enfin, s'il disait vrai, évidemment. Et j'en ai donc conclu que nous aurions peut-être plus de facilité à avoir des points communs. Nous avons très vite sympathisé. En plus d'être gentil, il était drôle. Bon, je ne suis pas très objective. Parce que même la blague du tir sur mon doigt me fait mourir de rire.
Mais partons du principe que j'avais la sensation que c'était un gars bien. Nos échanges ont duré plusieurs semaines. Comme je l'ai dit un peu avant, je ne suis pas du genre timide, donc je lui ai rapidement montré mon visage, histoire qu'il sache à qui il parlait. Quant à lui, eh bien, ça a été un peu plus long. Il a facilement mis 1 mois avant de m'envoyer une photo de lui. Et je dois avouer qu'il était loin d'avoir un physique disgracieux. C'était même tout le contraire. Quoi qu'il en soit, le courant passait bien. Nous discutions tous les jours, de tout et de rien. J'aimais lui raconter ma journée de travail, et lui aimait me montrer les photos qu'il avait prises de la faune et la flore. Mais un jour, sans que je ne sache pourquoi, il a cessé de me parler. J'avais beau lui envoyer des messages, tous les jours et même plusieurs fois par jour. Ils restaient tous non lus. Cela m'a inquiétée. J'avais peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave. Pour une fois que j'arrivais à m'attacher à quelqu'un émotionnellement. Mais un beau matin, mon téléphone s'est allumé et une petite sonnerie de notification a retenti. Les yeux dans le brouillard, j'ai attrapé mon téléphone pour y découvrir une notification Snapchat. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. C'était évidemment lui. Mais ça, vous l'aviez déjà compris, parce que vous êtes des personnes intelligentes. Mon petit cœur faisait des bonds dans ma poitrine. Avec le temps, j'avais évidemment développé des sentiments pour cet homme. Je ne qualifierais pas ça comme étant de l'amour, mais il y avait un fort attachement. Donc, bien sûr, quand j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message, j'étais heureuse. J'ai néanmoins remarqué qu'il ne s'agissait pas d'un chat ordinaire, c'était un snap, ce qui est donc une photo. J'ai trouvé ça étrange qu'il me recontacte via une photo, et non pas par un message classique du genre « Hé, salut, comment tu vas ? Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles, ma grand-mère est décédée pour la 5e fois cette année. » Incrédule, j'ai ouvert le snap. Je suis restée bouche bée pendant quelques instants. Devant mes yeux se trouvait un animal. Un renard pour être plus précise. Mais vu la tête de la pauvre bête, ça faisait un moment que cette créature avait passé l'arme à gauche. Il était clair que c'était un animal empaillé. Ok, très bien. Étrange, mais après tout, pourquoi pas. J'avoue que je ne savais pas trop quoi répondre sur le moment. J'ai donc envoyé un simple point d'interrogation. En guise de réponse, j'ai reçu un autre snap. Cette fois, c'était une chouette empaillée. Quelques instants plus tard, j'ai reçu un autre snap. Puis encore un, et un autre, etc. Au total, j'ai reçu 14 photos d'animaux empaillés. Une fois cette avalanche de clichés terminée, j'ai reçu un message écrit de sa part. Une simple phrase. Ça t'a plu ? Je suis restée sur le cul. Il était tôt pour moi, et il m'en demandait trop là. J'ai tapoté sur mon clavier et je lui ai demandé « Pourquoi tu m'envoies ça ?» Il m'a répondu presque immédiatement. Et vu la longueur de son message, j'en déduis que c'était un texte copié-collé, comme s'il l'avait préparé à l'avance. Son message disait en gros qu'il avait une passion pour la taxidermie, qu'il a longtemps hésité avant de m'en parler, parce qu'il avait peur que je le juge, et que je ne souhaite plus avoir de contact avec lui. Je lui ai dit que je n'avais rien contre les taxidermistes, mais qu'il aurait pu m'en parler avant de m'envoyer toutes ces photos de bon matin. Il a semblé rassuré que je ne le bloque pas immédiatement. Vraiment, et très honnêtement, je n'ai rien contre les gens qui ont pour passion la taxidermie. J'estime que chacun a le droit d'avoir ses passions, sans être jugé par les autres. Puis, je serais vraiment très mal placée pour le juger, étant donné que j'ai une passion assez similaire à la sienne. Dans un élan d'enthousiasme, je lui ai envoyé mes propres photos. Il les a toutes ouvertes une par une, et quelques secondes se sont écoulées. Il a finalement envoyé un message. Un message très vexant d'ailleurs. Il m'a demandé si j'étais folle, si j'étais sérieuse avec mes photos affreuses. Bon, je ne suis pas photographe, mais mes photos sont loin d'être affreuses. Quel sale type, je vous jure. Je ne l'ai pas jugé, moi, sur ces photos d'animaux, dont certains avaient les yeux qui se croisent. Et lui, il se permet de juger ma passion. Depuis quand est-ce bizarre de pratiquer la thanatopraxie et l'anthropodermie sur ses victimes pour les garder auprès de soi ? Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse faire vos recherches. J'ai retrouvé ce post sur un forum japonais. Je pense qu'il est intéressant. J'ai décidé de le traduire et de vous en faire part. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Mimi et j'ai 17 ans. J'ai été témoin d'une expérience assez bizarre il y a quelques mois. J'ai fait pas mal de recherches sur internet, histoire d'en savoir plus,
Et puis, je suis tombée sur ce site. Je vous partage mon histoire dans l'espoir de trouver des explications et de voir si d'autres ont vécu des phénomènes similaires. Cela s'est produit au début des vacances de printemps. Je rentrais chez moi et j'ai trouvé ma sœur dans le salon. Une petite fille que je ne connaissais pas était en train de l'enlacer. Quand je lui ai demandé qui était cette gamine, ma sœur m'a répondu qu'elle s'appelait Kay et que nos parents la gardaient pour la nuit, car cette dernière avait, semble-t-il, quelques soucis familiaux. Apparemment, elle était très collante, et ma sœur était soulagée de s'en débarrasser. Kay était très mignonne, et je ne voyais pas d'inconvénient à m'occuper d'elle. Nous avons passé l'après-midi à dessiner et à faire des jeux, mais j'ai vite compris ce que ma sœur voulait dire par « collante ». Vers la fin de l'après-midi, j'ai dû aller aux toilettes, et la petite s'est mise à hurler, à pleurer très fort. Elle ne voulait pas me lâcher. Nous sommes ensuite allés nous promener, afin de lui changer un peu les idées. Je me disais qu'elle ne connaissait pas notre maison, et qu'elle s'ennuyait de chez elle, tout bêtement. En rentrant à la maison pour le dîner, nous avons surpris ma sœur et mes parents en train de se disputer. Il y avait des traces noires de pas partout dans le couloir de l'entrée, et mes parents accusaient ma sœur d'avoir sali la maison. Nous avons donc tous vérifié sous nos pieds, mais il n'était pas sale. Quand je me suis retournée vers Kay, j'ai vu qu'elle avait également des traces noires sur le visage. Je l'ai emmenée à la salle de bain pour se débarbouiller, et nous sommes allés dîner. Ma famille était toujours confuse de ce qu'il venait de se produire. Cette nuit-là, Kay dormait avec moi. Une fois au lit, je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas lâché d'une semelle de la journée. Si quelque chose l'effrayait. Elle m'a répondu, les larmes aux yeux, que c'était à cause de la dame toute noire, qui la suivait partout, et que si elle me laissait partir, elle se retrouverait toute seule avec elle. Je l'ai rassurée comme j'ai pu, en lui disant que c'était juste son imagination. Je l'ai bordée et nous nous sommes endormis. Je me suis réveillée quelques heures plus tard et me suis levée sans allumer la lumière pour aller boire un verre d'eau. Quand j'ai ouvert la porte à mon retour, j'ai vu dans la demi-obscurité une énorme ombre noire se dresser au-dessus du lit. Des traces de mains partout sur le lit et sur le visage de Kay. Cette dernière s'est réveillée sous mes cris. Je l'ai prise dans mes bras et nous sommes allés dormir dans le salon. Le lendemain, après le départ de Kay, mes parents ont amené un exorciste à la maison. Ils m'ont avoué plus tard que si Kay était venue passer la nuit chez nous, c'était uniquement car sa famille était en pleine cérémonie funéraire chez elle, et qu'elle n'était pas encore au courant du décès de sa mère. Sa mère se serait suicidée en s'immolant. Je vois ce que vous voyez, j'entends ce que vous entendez, goûte ce que vous goûtez, et ressens ce que vous ressentez. Vous ne me remarquez jamais, mais je ne vous blâme pas. Je ne suis pas une partie importante de votre vie. Je vous suis partout où vous allez. J'ai vu chaque film que vous aimez. Je vous ai vu amoureux, et je vous ai vu avoir le cœur brisé. Je n'apparais qu'à la lumière du soleil, mais vous ne le remarquez jamais, et vous ne vous en souciez pas. Cela ne vous dérange pas que je vous suive partout, et que je reste si près de vous. Je suis surpris que vous ne sentiez pas mon souffle sur votre nuque. Je suis collé à vos pieds, et je ne peux prendre aucun trait. Je suis une triste forme noire pendant la journée. Occasionnellement, vous pouvez me voir apparaître sur un mur. Je suis votre obscurité manifestée. Et vous pourriez dire que je suis votre désespoir. Je suis celui que vous voyez dans votre miroir, mais que vous ne remarquez jamais. Je suis attaché à vous, et je suis obligé d'aller partout où vous allez. Le seul moment où vous me remarquez, c'est lorsque vous êtes seul, et que vous sentez quelque chose vous observer. Mais vous ne pouvez jamais me repérer, car je suis à vos pieds, et toujours derrière vous. Parfois, je fais du bruit et je chuchote lorsque je m'ennuie, juste pour vous faire peur. On peut dire que je suis ce que vous seriez, si vous étiez le contraire de ce que vous êtes maintenant. Regardez-vous dans votre miroir, et vous me verrez. Je porte la chemise inverse de la vôtre, avec les lettres à l'envers. J'aimerais pouvoir sauter, et vous dévorer lorsque vous vous retournez, en vous détournant de votre miroir.
Je suppose qu'un jour, lorsque votre esprit sera brisé, je pourrai m'échapper et prendre votre place. Peut-être que le jour où vous déciderez de faire un jeu paranormal, comme un tirage de tarot, ou celui où vous essayerez de me contacter, je pourrai sauter et prendre votre place. Mais cela arrive rarement. Je ne suis que votre ombre. Mais le moment viendra où nous nous rencontrerons en face à face, lorsque votre cœur s'arrêtera de battre. Depuis longtemps, je me tourne vers l'ASMR pour me détendre. ASMR signifie en français « réponse méridienne sensorielle autonome ». Il s'agit en fait d'un orgasme cérébral, déclenché par une attention personnelle. Des bruits de tapotement, des tâches effectuées délibérément, le fait de se couvrir les oreilles ou encore de recouvrir son micro. Il y a une multitude de choses qui peuvent déclencher ce genre de réponse cognitive. C'est la méthode que j'utilise pour lutter contre l'anxiété depuis quelques mois. Vous pouvez trouver ce genre de vidéos assez facilement sur YouTube. Personnellement, j'écoute habituellement massage ASMR avant de me coucher. Mais alors que j'étais allongée là, à écouter un audio de chuchotement inaudible, j'ai commencé à sentir que le fond de l'air se rafraîchissait. J'ai donc décidé de me lever et de prendre un pull. Ma fenêtre était ouverte. La nuit était un peu fraîche. Bref, j'ai enlevé mes écouteurs et je les ai mis de côté. Mais lorsque j'ai voulu mettre la vidéo en pause, je me suis rendu compte que le lecteur avait freeze. Parfois, ma connexion est un peu défectueuse. J'avais écouté environ 30 minutes d'ASMR, donc je supposais que ça pouvait expliquer ce bug. Mon ordinateur continuait d'essayer de charger la vidéo d'1 heure. Pourtant, elle aurait dû être chargée, non? J'ai décidé de cliquer au début du lecteur pour revenir en arrière, et écouter les mêmes 30 minutes avant de me coucher. Cependant, lorsque j'ai survolé la barre de progression, j'ai remarqué que la vidéo n'avait jamais dépassé les 10 premières minutes. Rétrospectivement, je me dis que j'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas, lorsque j'ai cru sentir un souffle sur mes oreilles. Vous l'avez certainement déjà aperçu. Il s'agit d'une ombre, volatile et intangible. Toutes les cultures font référence aux démons de la nuit, en particulier à une peur, jugée irrationnelle du noir, de l'obscurité, de l'inconnu. Les figures démoniaques, maîtres de la pénombre, ont été associées à la notion de mort, de destruction, de peine infinie. Les peuples animistes, percevant une âme dans chaque élément du monde qui nous entoure, interdisent pour certains toute sortie de nuit. Dans la mythologie perse, Ahriman était à la fois démon de l'obscurité et reflet de la mort. Et dans la plupart des religions, la noirceur est associée au mal le plus profond. Aussi est-il légitime de se poser la question : pourquoi ? Nous tous connaissons cette peur inscrite dans nos gènes. Souvenez-vous de vos nuits de terreur, agrippés à la couverture, à n'oser ni bouger ni respirer, de peur qu'une haine sans nom vienne s'emparer de votre âme. Vous connaissez parfaitement cette sensation, que Mère Nature a délibérément gravée en nous. Quand vous regardez au dehors un soir de nuit noire, et que vous y voyez que le reflet les plus sombres de votre imagination, qui peut savoir ce qu'il y a dans les ténèbres ? Il s'agit d'une entité faite de rêves brisés, d'amour déchu, de tortures atroces et de crimes inavoués. Il prolifère dans le néant, à l'abri du regard des hommes, et chaque soir, se prépare à conquérir à nouveau ce qui fut jadis son royaume des ténèbres. Vous le sentez, vous savez quand il est là. Quand vous percevez une respiration près de vous, sans pour autant la sentir. Quand vous savez observer qu'une forêt devient silencieuse ou que vous êtes coupé du monde. Il est là. Vous ignorez son désir ardent de vous voir quitter vos draps pour vous enfoncer seul dans la nuit noire, pour s'emparer de votre âme et vous conduire à une terreur infinie. Une peur telle que votre cœur ne saurait la supporter. Voyant le visage déformé par toute la douleur humaine qu'il a absorbée et engendrée, il est là, ses dents acérées, couvrant une bouche sans cesse teintée de sang.
sur un visage aveugle, dont les orbites vides semblent vous fixer. Il ne parle jamais, ne murmure point, mais quand il hurle, vous savez que c'est la fin. C'est le destin de l'être humain d'affronter sans cesse les ténèbres, de repousser les limites de l'inconnu qu'il redoute tant. Mais rares sont ceux qui savent éviter la peur, cette peur qu'il contrôle, et qui vous envahit tout entier, tout votre amour. Vos sensations agréables se gèlent dans votre cerveau. Le noir en vous grandit, et la raison vous pèse comme un fardeau, de seconde en seconde. Et au bout de la peur, à l'orée du tunnel où il vous conduit, il y a l'oubli. L'oubli de toute l'évolution, l'oubli de toute humanité. De telles victimes, de tels fous existent. Nous entendons les échos de leurs crimes chaque jour qui nous est donné. Et vous savez qu'il est là, qu'il rôde, qu'il guette vos faiblesses et joue avec vos peurs dans vos cauchemars. Nombreux sont ceux qui prétendent l'avoir capturé sur pellicule photographique. Rares sont ceux qui y sont réellement parvenus. Il est possible, en utilisant un système basé sur une feuille d'argent, de capturer son reflet. Vous l'avez déjà certainement aperçu, du coin de l'œil. Une ombre, un mouvement furtif, dans une pièce vide et sombre, sans le moindre bruit auquel vous raccrochez. Il vous a déjà certainement aperçu. Cliché de côté, j'ai peur. J'ai vraiment peur pour ma vie. J'ai l'impression que la seule chose qui peut me calmer est de tout laisser tomber. Pour le moment, je peux sentir un regard glacé sur moi. Je ne sais pas d'où il vient, mais ça me traverse jusqu'aux os. Ses yeux froids et sans cœur me regardent de partout. Désolée, j'ai besoin d'un moment pour me reprendre. Ce qui semble être à peine quelques heures plus tôt, j'ai quitté ma maison pour une petite excursion. Une simple marche dans les collines de mon Colorado natal. J'ai pris quelques affaires. Rien de sérieux pour un long voyage. C'était quelques barres énergétiques et une bouteille de Mountain Dew qui m'aiderait à tenir le coup. J'ai laissé ma voiture dans un parking vide, près d'une crique au pied des collines, et j'ai commencé à grimper. À un moment, j'ai commencé à me sentir mal durant la marche. Peut-être était-ce l'altitude, ou la nourriture indienne que j'avais mangée la veille. Mais quelque chose me troublait. Après 1 heure de marche, j'ai découvert un petit camp près d'un marécage. Le camp semblait abandonné, et les propriétaires n'étaient pas en vue. J'ai réalisé que j'étais la seule personne vivante dans ces collines. J'ai trouvé un sac à dos dans le marécage contenant quelques bouts de papier. Je n'avais aucune intention de lire ce qui était écrit, ce qui aurait été inutile. Mais cela semblait écrit à la va-vite. J'ai reposé le sac à dos et son contenu dans le camp, et admiré le paysage avant de continuer plus loin dans les collines. Quelques heures plus tard, j'ai trouvé un excellent endroit près d'une falaise, avec une vue englobant presque toute la crique où je m'étais garé. J'ai décidé que ce serait un endroit parfait pour manger une barre. Je me suis assis sur un rocher et fouillé dans mon sac pour y trouver quelque chose que je n'avais absolument pas emporté. Mes mains agrippèrent un journal en cuir très humide, à la place d'un sac de conservation en plastique. J'ai sorti le journal et l'ai regardé dans un état de choc, mêlé de crainte pour quelques minutes. Tant de temps perdu. Je ne sais pas ce qui m'a décidé à l'ouvrir. Mais maintenant, j'y suis. Le 9 septembre, 9h32. Je suis arrivée à la crique ce matin. Je suis excitée d'enfin passer du temps avec mes potes. Max, Sean, John, Tracy, Jess et Kerry. Nous allons monter dans les collines et trouver un endroit sympa pour nous installer. 15h22. Nous avons monté le camp dans un marécage entouré d'une forêt. Un endroit cool. Si Tracy ne me lançait pas des boules de boue. Ah, cette fille. 20h47. On va enfin pouvoir fermer l'œil. On a passé toute l'après-midi autour d'un feu à parler. Max et John se sont endormis l'un sur l'autre. Et Sean continuait d'effrayer Jess. Je suis fière d'être amie avec eux. Le 10 septembre, 1h14. Je me bats pour m'endormir. Je continue d'entendre ces sons, comme des chuchotements. Mais tout le monde dort. Oh, ça devait être le vent. Parano, déjà?
9h50. Enfin réussi à m'endormir, après m'être forcé à oublier ces bruits. Peu de temps après le réveil, Kerry m'a parlé de son rêve. Un putain de rêve bien effrayant. Je suis toujours nulle pour réconforter les filles, mais elle semblait vraiment effrayée. 11h55. Jess, Kerry, Max, Sean et moi avons quitté le camp pour explorer la région. Peut-être pourrions-nous trouver une grotte avec quelques silex ou quelque chose du genre. Et j'en doute. Merde. Je me suis perdue. Et je me suis séparée du groupe. Je vais continuer à écrire après être retournée dans le camp. 16h44. J'ai retrouvé les potes. Nous sommes rentrés au camp. Dès l'instant où la tente était visible à travers la brume, je savais que quelque chose n'allait pas. Sean est introuvable. Et... l'écriture est devenue visiblement tremblante à ce stade. Tracy est morte. Elle s'est noyée. Son visage durement enfoncé dans la boue au fond de l'étang. Jess ne s'arrête pas de pleurer. Et Kerry est juste là à regarder le cadavre sans expression. Nous ne pouvons pas appeler à l'aide. Aucun moyen. Nous ne pouvons pas trouver le chemin du retour. Sean a pris la carte. 15h01. Max a proposé de quitter le camp et d'essayer de trouver Sean. Personne n'a dit non. Nous avons replié nos affaires et quitté l'endroit le plus vite possible. Le 11 septembre. 8h41. Personne n'a bien dormi cette nuit. Mais je pense que nous nous sommes tous assoupis à un moment donné. J'ai été le premier à me réveiller. Les chuchotements rebondissant dans ma tête, me forçant à me réveiller. J'ai ouvert mes yeux et ai vu le visage délicat de Kerry me faisant face. Elle semblait si calme et apaisée quand elle dormait. Mes pensées ont été interrompues par des cris étouffés, suivis par un bruit humide et fort. Tout le monde s'est réveillé, et nous avons foncé vers la source du bruit. Une falaise avec une vue parfaite. Nous avons tous regardé sur la falaise, en sachant exactement à quoi s'attendre. Mais même ce que nous avions vu n'était pas prévisible. Au bas de la falaise, dans un désordre sanglant, se trouvait Sean, son visage à peine visible parmi la brume et le sang. À ce moment-là, je refermai brutalement le livre, réalisant soudain que moi, cette falaise, avec une vue parfaite, était celle que j'avais en face de moi. J'ai lâché ma trouvaille et regardé par-dessus bord, pour être pris de court par une couche de brouillard sur le dessus des feuilles. Je me suis assise en arrière sur le rocher et bien réfléchi pendant quelques minutes. Plus de temps à perdre. J'étais de nouveau obligée de continuer à lire. Alors j'ai rouvert le journal et continué. 19h36. Max, John et Jess se sont dirigés dans la direction du craquement, laissant Kerry et moi dans un petit camp près de la falaise. Elle est assise là, à regarder dans le feu, les yeux en larmes et son visage inexpressif. Savait-elle ce qui se passait? Avait-elle été avertie? Nous étions tous deux trop fatigués pour montrer une émotion, et encore moins pour parler. Et je peux entendre les chuchotements revenir. Je vais essayer de dormir un peu. Le 12 septembre, minuit 11. L'écriture de cette partie est très dérangeante, presque comme si elle était gravée avec une griffe. Ces collines brûlent. Laissez le mist prendre le feu. Laissez le mist les prendre et les engloutir. Rejoignez-le et chuchotez avec eux. Chuchotez avec le mist. Après avoir terminé de lire cette partie, j'ai entendu un bruit très distinct pas loin derrière moi. Peut-être un jeune enfant en train de ricaner. Mais je ne suis pas restée dans les parages pour le savoir. J'ai sprinté aussi loin de la falaise que possible. J'ai couru pendant des heures, jusqu'à ce que mes jambes cèdent, avant de m'effondrer sur le côté d'un ruisseau dans une clairière. Je devais finir de lire. Je voulais savoir ce qui s'était passé. J'ai ouvert mon sac à dos et sorti ma dernière barre énergisante et le journal. Je l'ai ouvert à la page suivante pour la trouver teintée de sang. L'écriture était tremblotante, très tremblotante. La peur me saisit. 19h59. Oh mon Dieu. Mes mains, mes bras, ma bouche, tant de sang. Kerry? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi tu ne parles pas, putain? Je continue de te frapper, et tout ce qui sort de ta bouche, c'est du sang. Tu ne parles pas. Pas même un murmure. Pas comme Tracy. Tracy parlait trop. J'ai dû la faire taire. Elle a rejoint les chuchoteurs. Oh mon Dieu,
Qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant je suis là, seule dans les collines, constamment observée. Je ne peux plus courir, mais il le faut. Je dois courir, avant que le mist s'installe. J'ai toujours aimé le noir. Il est chaleureux et accueillant, comme un masque, cachant tout le stress et l'émotion que la lumière du jour montre si explicitement, et les remplace par une sensation sensuelle. L'obscurité révèle votre vraie nature, et abolit la façade que vous jouez pendant la journée. Oui, le noir, c'est bien. Vous pouvez être vous-même dans le noir. Et ne pas vous sentir jugé ou menacé tout le temps en étant vous-même. C'est pourquoi j'aime tant la nuit. Vous pouvez simplement vous détendre dans le noir, entouré de rien d'autre que de l'ombre. Permettre à l'obscurité de vaincre vos sens, et de les engloutir jusqu'à ce que vous ne ressentiez rien d'autre qu'une totale apesanteur. Puis, lorsque le sommeil prend enfin le contrôle, vous êtes plongé dans des ténèbres encore plus profondes, ténèbres infinies. Juste un espace vide noir, un vide sans fin que votre esprit crée, pour vous aider à sombrer dans l'inconscience. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce toujours noir? Chaque fois que nous fermons les yeux, nous rencontrons du noir. Mais pourquoi? Vous ne le remarquez pas, n'est-ce pas? Vous n'y pensez pas. C'est juste là. Comme respirer, cligner des yeux. Au bout d'un moment, votre subconscient accepte simplement que lorsque nous fermons les yeux, nous voyons l'obscurité. Pourquoi alors les gens ont-ils peur du noir? Un être humain dormira en moyenne 229 961 heures dans sa vie. Pendant un tiers de leur vie. Ils vivront dans les ténèbres. Obscurité complète et totale. Si nous avions vraiment peur du noir, pourquoi avons-nous la capacité de fermer les yeux et de dormir si longtemps? Si longtemps dans le noir. Vous voyez, je pense que personne n'a vraiment peur du noir. Ce n'est qu'une illusion. Une illusion que nous produisons, pour nous faire croire que les monstres n'existent pas. Nous avons tous entendu cette histoire, n'est-ce pas? À propos des terreurs nocturnes qui rôdent dans la nuit. Griffes levées, dents découvertes, prêtes à attaquer le jeune enfant naïf alors qu'il dort dans son lit. Inconscient de sa présence démoniaque, car il ne peut le voir. Ne vous mentez pas. Vous avez été comme ça une fois. Assis, éveillé, agrippant les draps pendant que vous regardez au plafond et jetez un coup d'œil autour dans votre chambre. Peut-être aviez-vous une veilleuse, une sorte de saint crucifix qui servait à éloigner les monstres, pour vous protéger. Eh bien, je pense qu'en grandissant, vous commencez à vous dire que dans toute votre innocence enfantine, vous n'avez jamais eu peur du mal qui se cachait dans l'ombre. Vous aviez simplement peur du noir. C'est ce que vous croyez. En grandissant, vous avez tendance à sortir de cette peur et à apprécier le noir comme moi. Mais cette peur peut rester avec vous à l'âge adulte. En fait, c'est l'une des phobies les plus courantes, la nyctophobie. Même en tant qu'adulte pleinement accompli, vous craignez toujours le vide. Les statistiques prouvent que nous passons beaucoup de temps à dormir, longtemps dans le noir. Nous semblons jamais nous en soucier. Même si nous avons terriblement peur de cette obscurité. Mais pourquoi? Je pense que votre subconscient vous dit qu'ils sont toujours là. Une petite partie de vous tient encore à vos souvenirs d'enfance d'être seul dans le noir, avec les terreurs nocturnes. Mais cette fois, vous n'avez pas de lumière pour vous protéger. De toute évidence, les adultes n'ont plus tendance à avoir ces petites veilleuses, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils n'en ont plus besoin. Ils appellent cela une stupide peur de l'enfance dans le noir. On dit que les terreurs nocturnes n'existent pas. Mais que savent-ils? S'ils ont vécu assez longtemps pour atteindre l'âge adulte, ils n'en ont probablement jamais vu. Mon opinion est que nous avons tous la nyctophilie, un amour général pour le noir qui nous aide à dormir. Même ceux qui prétendent avoir peur de la nuit. Ils aiment le noir. J'aime le noir. Vous n'avez vraiment jamais eu peur du noir. C'était vraiment une illusion que nos esprits ont créée, pour nous rassurer que nous sommes en sécurité la nuit, pour nous rassurer que les terreurs nocturnes n'existent pas. J'aime le noir. J'ai toujours aimé le noir. C'est simple, chaleureux et réconfortant. Comme si j'avais toujours été dans le noir. C'est amusant d'être dans le noir, se sentir libre, se sentir en sécurité. Je sais que vous aimez aussi le noir. Lorsque vous rentrez du travail fatigué et tendu,
et que vous vous effondrez sur votre lit, étirez vos muscles endoloris, vous préparez à dormir. Oui, vous aimez le noir, je le sais. Vous le craignez quand même. Un balayage occasionnel autour de votre chambre, avant de permettre à votre corps de passer en mode veille. C'est vraiment amusant. Vous savez parfaitement ce que vous craignez. Ce n'est pas le noir. C'est moi. J'aime vous regarder dormir. La façon dont vous tournez et retournez. La façon dont vous soupirez de contentement lorsque vous vous sentez à l'aise. La façon dont vous sursautez de surprise lorsque vous entendez un bruit. Vous n'avez pas beaucoup changé depuis votre enfance. Pas vraiment. Vous me craignez toujours. Mais cette fois, je ne vous laisserai pas partir. Vous n'êtes plus protégé maintenant. Pas de veilleuse. Non, rien. Complètement et totalement seul dans le noir. Avec moi. J'ai toujours aimé le noir. Vous aussi. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été très joueuse. Mes parents considéraient cela comme un vice qui nuirait à ma scolarité. Mais c'est tout le contraire. Les jeux de logique et de réflexion m'ont permis de développer un esprit extraordinairement aiguisé. Énigmes, jeux d'enquête, j'ai tout essayé. Et j'ai tout réussi. Internet m'a aussi apporté mon lot de défis à relever, comme la Via Virtualis ou bien Ouverture Facile. Ces sites proposent une série d'énigmes, de la plus facile à la plus ardue. Mais comme tout, ça a été une partie de plaisir pour moi. Petit à petit, j'ai gagné une grande réputation dans ma ville, puis dans mon pays. On me comparait souvent à Sherlock Holmes des temps modernes. Ainsi, j'ai intégré la police très rapidement. On me confiait les enquêtes qui piétinaient. Et je passais mon temps à analyser des scènes de crime, des pièces à conviction, et je décelais des indices, là où les autres ne voyaient qu'un élément insignifiant. Ce qui permettait généralement de résoudre l'affaire. Pourtant, l'année dernière, j'ai fait face à l'affaire qui a détruit ma réputation, ainsi que ma carrière. Plus d'une dizaine d'enfants avaient disparu, depuis le début de l'année. Tous avaient été enlevés depuis leur lit, dans le domicile familial. La méthode était toujours la même. Les parents couchaient les enfants le soir, pour ne découvrir qu'un lit vide au matin. Aucune trace d'intrusion cependant. Un vrai mystère. Personne ne comprenait comment cela était possible. J'ai donc hérité de l'affaire. Enfin un défi à ma hauteur, je me disais alors. Pourtant, même moi je ne voyais aucun indice. Aucun signe d'intrusion apparent. Aucun lien entre les familles victimes ou les enfants enlevés. Rien qui ne reliait ces événements à des cas similaires. Bref, c'était inexplicable. Surtout qu'aucune rançon n'était réclamée. S'agissait-il d'un pervers? D'un tueur en série? C'était impossible à dire avec les éléments à notre disposition. C'est le matin où un autre enfant avait disparu, qu'une lettre est arrivée à notre bureau. Une lettre qui m'était spécialement destinée. Dans celle-ci, une simple photo, avec au dos une inscription. Tic-tac. La photo était superbement prise, il faut l'avouer. Elle représentait une route, bordée de feuilles mortes, s'enfonçant dans une forêt. La photo était prise au centre de la route. Au milieu de celle-ci était posé un panier. L'angle de vue était tel qu'il était impossible de voir ce qu'il y avait dans celui-ci. Au bord de la route, on distinguait de grands pins majestueux. En agrandissant l'image, j'ai pu noter que celle-ci était parsemée de petits grains de maïs. C'est juste ce dont j'avais besoin pour retrouver l'endroit de la photo. En effet, je savais que dans la région, il y avait énormément de champs de maïs. Mais il n'y en avait qu'un seul, dont le chemin de retour à l'entrepôt passait par une forêt. Et j'avais raison. Nous avons rapidement trouvé l'endroit précis où avait été prise la photo. Mais il n'y avait plus aucune trace du panier. La police avait passé la forêt au peigne fin, ainsi que les champs de maïs environnants et les entrepôts. Mais aucune trace des enfants disparus. Au bout de 2 journées de recherche intensive, nous avons fini par conclure que c'était une fausse piste. La photo avait sûrement été envoyée pour nous distraire des pistes qui nous mettraient sur les traces du criminel. Pourtant, le lendemain, je sentais que je n'en avais pas fini avec cette photo.
Je l'ai analysé une nouvelle fois. Un détail m'avait peut-être échappé. Et c'était le cas. C'était tellement gros que ça ne m'avait pas sauté aux yeux de suite. Je suis tellement habituée à flatter mon ego, en trouvant des indices indécelables pour la plupart des gens, que les choses évidentes ne m'interpellent plus. Et ça a été ma plus grande erreur. En regardant la photo, c'est les feuilles mortes qui m'ont semblé bizarres. Sur le côté de la route, il y avait des pins. Les pins ont des aiguilles, pas des feuilles. Et les aiguilles ne tombent pas en automne. Nous sommes retournés sur les lieux et avons creusé à l'endroit où étaient les feuilles mortes sur la photo. Nous avons retrouvé 10 crânes d'enfants, dont un dans un panier. Avec eux, était aussi enterré un petit cercueil, dans lequel se trouvait le cadavre d'une petite fille. Une note était attachée à ses vêtements. Il y avait assez d'air pour qu'elle tienne une journée. Vous auriez pu la sauver. Jeudi 19 janvier 2012. Cher journal, je m'appelle Amélie et je suis si heureuse de t'avoir enfin. J'ai attendu d'avoir un journal intime depuis si longtemps. Je n'ai carrément personne à qui parler. Je viens d'avoir 12 ans ce matin. Et tu es mon plus beau cadeau. Aujourd'hui, personne ne m'a souhaité mon anniversaire, à part mes parents et ma sœur. Tout le monde m'a ignoré en cours. Personne n'a voulu rester avec moi. J'ai dû manger toute seule à la cantine, pendant que les autres parlaient dans mon dos. Les gens pensent que je porte malheur. Ils disent que c'est de ma faute si Capucine est morte. C'était ma meilleure amie. Elle me manque. Je n'avais personne d'autre à part elle. Vendredi 20 janvier 2012. Cher journal, je suis si contente de te revoir enfin. La journée a été très longue sans toi. Encore de chimie? Une fille qui me déteste a commencé à m'insulter et à me casser devant toute la classe. À un moment, la prof en a eu marre et lui a fichu une heure de colle. J'étais bien contente. Je riais sadiquement dans ma tête. Il est là. Samedi 21 janvier 2012. Cher journal, c'est enfin le week-end. Je suis tellement contente de pouvoir me reposer après cette longue et fatigante semaine. Je vais enfin pouvoir retourner à mes occupations. Dessiner, sortir, prendre l'air, lire. Mais avant tout ça, j'ai une tonne de devoirs à faire. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui je suis tellement contente. Je vais partir une journée à la montagne pour faire du ski avec ma famille. Je suis si excitée. Je vais enfin pouvoir profiter de la neige, faire des batailles et peut-être me faire des amis. Tu vas me manquer. À ce soir. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, me revoilà. Je me suis bien amusée et je me suis fait un nouvel ami. Il s'appelle Alex. Il est très gentil. Je pense même qu'il va devenir mon meilleur ami. Il m'a donné son Skype, son Facebook et son MSN. Je vais essayer de le contacter demain après-midi. Cependant, j'ai vu un type bizarre là-bas. Il avait les cheveux bruns, une veste orange, un pantalon noir et des bottes. Il ne semblait pas avoir froid. Mais j'ai cru voir qu'il portait un masque blanc, aux yeux entourés de noir et aux lèvres noires. Je me demande s'il n'avait pas froid par ce temps. Lundi 23 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui je n'ai pas cours. Mes parents sont en voyage d'affaires pendant 2 semaines, et ma sœur est partie en voyage avec sa classe. J'en profite donc pour te parler de ce rêve étrange que j'ai fait cette nuit. J'étais plongée dans le noir total, je ne voyais rien. Après quelques instants, mes yeux semblaient s'être habitués au noir, et j'ai pu voir autour de moi dans un périmètre d'environ 6 mètres. Sur le sol, j'ai pu voir une lampe torche. Je l'ai prise et l'ai allumée. J'ai vu que j'étais dans un couloir, mais c'était très étrange. Ce couloir me semblait très familier. Oui, cette fois j'en étais sûre. J'étais chez moi. J'avançai jusqu'à me retrouver devant la porte de mon salon. Je l'ouvris et vis cet homme, assis sur le canapé. Il me fixa pendant quelque temps. Je pouvais entendre sa respiration. D'un coup, il se leva et courut vers moi. Je me suis mise à courir vers la cuisine. Et là, il me fit un croche-patte et je tombai violemment sur le sol.
Je ressentis une violente douleur sur le tibia gauche. Je n'arrivais plus à me lever. Il s'approcha de moi doucement, puis sortit un couteau de sa poche et me poignarda dans l'estomac. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que j'avais un énorme bleu sur mon tibia et j'avais super mal au ventre. Mardi 24 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui j'ai fait le même cauchemar. Sauf que cette fois, j'ai un bleu sur l'épaule. Et au lieu de me poignarder, il m'a égorgé. Quand je me suis réveillée, j'avais un nouveau bleu sur l'épaule et une énorme douleur à la gorge. J'ai vu une tache de sang sur mon coussin. Je commençais à avoir peur. J'étais en direction de ma salle de bain pour me débarbouiller le visage. Et là, je vis des traces d'une coulée de sang sur ma joue. Et je vis une énorme cicatrice sur mon cou. Cette fois, j'avais vraiment peur. Après m'être habillée, j'ai préparé mes affaires et j'ai pris mon petit déjeuner. Puis je me suis mise en route vers le collège. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Cette journée fut vraiment longue. Comme d'habitude, je me suis retrouvée dans la solitude toute la journée. Et comme d'habitude, cette fille m'a encore foutu la honte et s'est ramassée 1 heure de colle. Mercredi 25 janvier 2012. Cher journal, cette fois c'en est trop. J'ai refait le même cauchemar. Mais cette fois c'était plus violent, beaucoup plus. Et surtout beaucoup plus étrange. Ce rêve-là était différent des autres. J'étais chez moi, mais cette fois, il y avait de la lumière. J'avançais dans le couloir. Il semblait plus long que d'habitude. Et une fois arrivé au bout du couloir, j'avançais vers le salon. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Les meubles semblaient avoir été déplacés. Il y avait des taches de sang sur le sol. Je me dirigeais vers la fenêtre. La maison était en plein milieu d'une forêt sombre et brumeuse. Je descendis les escaliers pour arriver devant la porte d'entrée. Elle était ouverte. Je sortis dehors. Tout avait changé. Il n'y avait plus de forêt, mais une simple mine. Je me retournai et la maison avait disparu. Je vis une lampe torche sur le sol et la pris. Je descendis l'escalier qui était devant moi pour arriver devant une porte en métal. Elle était à moitié ouverte. Je rentrai à l'intérieur et vis du sang sur le sol, sur les murs. Il y en avait partout. Dans un coin sombre, je pus voir une silhouette sombre. C'était cet homme. Il s'avançait doucement vers moi, couteau à la main, prêt à attaquer. Je reculai doucement vers la porte. Je faisais tout pour l'ouvrir, mais elle ne voulait pas. J'étais coincée. Il s'avançait vers moi de plus en plus rapidement. J'étais tétanisée. Je ne pouvais plus bouger. Il arriva enfin face à moi. Il me fixait. Je pouvais l'entendre rigoler sadiquement derrière son masque. Il prit mon bras et fit une énorme entaille. Mais je repris mes esprits et lui donnai un coup de poing dans le visage. Il m'a rattrapé et a commencé à me tabasser. Il me fit un œil au beurre noir, une dizaine de bleus et me cassa le nez. Puis il sortit son couteau et m'éventra. Quand je me suis réveillée, je saignais du nez. J'arrivais à peine à bouger. J'avais une énorme entaille sur mon bras. Et surtout, une douleur atroce. Mon ventre me faisait souffrir. J'ai appelé cet homme Masky, à cause de son masque. Jeudi 26 janvier 2012. Cher journal, désolée de te déranger si tard, mais je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que l'on m'observe. J'entends des bruits de pas dans la maison. J'ai peur. Je ne sais pas si je deviens folle. Je vais essayer de dormir. À demain. Vendredi 27 janvier 2012. Cher journal, cette nuit, rien d'anormal. Pas de cauchemar. Rien. Mais ces temps-ci, j'ai l'impression que l'on m'observe. Je pense que je vais placer une caméra dans ma chambre cette nuit, pour voir ce qu'il se passe. Je vais prendre l'air pour me changer les idées. À plus tard, mon cher journal. Me revoilà. J'ai eu super peur tout à l'heure. Alors voilà ce qu'il s'est passé. Je marchais tranquillement dans la rue quand je vis un chemin entre 2 immeubles. Il était sombre. Je savais que je ne devais pas y aller. Mais ma curiosité a pris le dessus. J'avançais vers ce fameux chemin. Il y avait une odeur nauséabonde. Comme une odeur de rat mort. C'était horrible. À peu près 5 mètres de moi,
J'ai pu voir une silhouette sombre s'avancer vers moi. C'était lui. Dès que j'ai commencé à courir vers la rue, il se mit à me poursuivre. J'étais en train de pleurer. Je faillis trébucher plusieurs fois, mais je pus enfin sortir d'ici. J'étais toujours en train de courir, quand je vis qu'il avait disparu. Je continuais de courir jusqu'à chez moi, de peur qu'il ne me fasse une embuscade. J'étais enfin arrivée chez moi. Je fermai la porte à double tour, fermai toutes les fenêtres et les rideaux. Je me suis enfermée. Me revoilà, cher journal. Je suis vraiment désolée de te déranger si tard, mais j'ai peur. J'entendais pas. Je viens d'entendre un verre se briser. Il est là. Masky est là. Je l'entends arriver. Il est derrière la porte. Il essaye de la défoncer. C'est la fin. Il m'a trouvée. Flash info. Une jeune fille de 12 ans a été assassinée dans sa maison hier soir. Sa famille, qui était en voyage, l'a retrouvée ce matin même, éventrée, couverte de bleus et de blessures. La police a retrouvé son journal intime, et il semblerait que tout y soit expliqué. Le tueur présumé surnommé Masky est encore recherché par la police. La famille de la jeune fille demande à porter plainte, dès que le tueur sera retrouvé. Mais pour l'instant, fermez bien vos portes à double tour et vos fenêtres, tant que nous n'aurons pas retrouvé ce criminel. Ce qui suit est un post, aujourd'hui supprimé, que j'ai trouvé il y a quelques années sur Reddit. Au vu de son contenu, il m'a semblé judicieux de le partager ici. Avez-vous déjà ressenti la solitude? Ce sentiment si atroce, et qui vous rend si faible, que vous avez l'impression que votre vie perd de son sens? Avez-vous déjà été seul au point de vous sentir détesté, haï par le monde entier, sans arriver à comprendre pourquoi? Moi, je ressens ça chaque jour de mon existence. Je me lève, le matin, seule. Je me couche le soir, encore plus seule. Et surtout, chaque jour, je me sens comme un fantôme vis-à-vis des autres. Je pourrais être mort, personne ne le remarquerait. On trouve la vie fade et sans intérêt, quand on est aussi seul que je le suis. La solitude nous pousse même à être atroces envers les autres. On en arrive à les détester. Pourquoi ne nous aiment-ils pas? Pourquoi nous ignorent-ils de la sorte? Qu'avons-nous fait pour subir ce triste sort? Je m'appelle Normal Weimer, et j'ai 31 ans. À vrai dire, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme. Peut-être parce que je n'ai jamais réellement osé parler avec l'une d'entre elles. Cela m'effraie affreusement. De toute façon, aucune femme ne veut de moi. Je suis trop banal, trop ennuyant pour qu'elle puisse vouloir de ma compagnie. Tous les soirs, je rêve de me réveiller aux côtés d'une belle demoiselle. Une grande brune de préférence, qui saurait me montrer que je ne suis pas seule. Je l'entends presque me dire « J'ai envie de toi, Norman. Je t'aime, Norman. » Seulement au réveil, elle n'est plus là. La sensation de ses mains contre mon visage, de ses cheveux caressant mon torse. Je ne la sens même plus. Je me réveille alors, terriblement seule. Les quelques instants où je ne suis plus livrée à moi-même, c'est durant mes journées de travail. Je tiens un misérable poste d'ouvrier, m'exténuant pour un patron qui ne sait même pas que j'existe. J'exécute tous les jours, durant 9 longues heures, les mêmes gestes et mouvements, telle une machine. Je déteste ma vie. Il y a des jours où, quand je suis sur la route pour rentrer chez moi, je m'assois sur un banc au bord d'un trottoir, et pendant une vingtaine de minutes, je regarde les gens vivre. J'admire surtout les jeunes femmes qui passent une par une devant moi. Certaines me lancent un petit regard en coin, d'autres préfèrent tracer leur route, essayant à tout prix de m'éviter. Mais parmi elles, il y en a une qui fait chavirer mon cœur. Elle s'appelle Elena. Elle travaille dans un café-bar à 2 pas de chez moi. Tous les jours, vers 18h55, je m'installe à la fenêtre de ma chambre, d'où je peux la regarder sortir. Je l'admire dans cette belle petite robe noire qu'elle porte régulièrement, observant la danse de ses longs cheveux bruns volant au vent. Cela fait maintenant 2 ans que je l'épie chaque soir, sans jamais oser l'aborder. Elle ne sait même pas que j'existe. Et même si c'était le cas, elle n'arriverait même pas à savoir tout ce que je ressens pour elle.
Tout ce que j'aimerais lui dire. Ces baisers que je déposerai dans son cou. Ces caresses que je ferai dans ses cheveux. Je passe mon temps à rêver du jour où je pourrai, aussi court que soit cet instant, lui dire quelques mots. Mais à un moment, il faut bien se lancer. Rentrant du travail, croisant la route de dizaines d'inconnus, j'étais déterminée à aller lui parler. Je répétais, tout le long de la route, les mots que j'utiliserais. Son prénom trottait dans ma tête. Mon cœur battait à toute allure. Je ne sentais plus mes jambes. Et chaque foulée était une vraie torture. Tous ces pas me rapprochaient d'elle. Je suis arrivée devant son bar à 18h50. 5 petites minutes avant qu'elle ne sorte. 5 minutes au goût d'éternité. À chaque ouverture de la porte, j'oubliais ma respiration, fébrile. Toutes les silhouettes m'apparaissaient comme la sienne. Je scrutais ma montre, attendant désespérément que la grande aiguille s'arrête sur le 55. À la seconde près, la porte s'est ouverte, et Elena est sortie. Mon regard a timidement croisé le sien. À toi de jouer, Norman. Bonjour, mademoiselle. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Norman. Je voulais vous inviter à boire un verre avec moi. Heureusement, elle ne s'est pas débattue. Après une longue journée de travail, je m'apprête à rentrer chez moi, rangeant frénétiquement mes affaires. Je souhaite une bonne soirée à mes collègues avec une assurance exceptionnelle et prends la porte pour rentrer à mon appartement. J'arrive enfin face à ma porte d'entrée. J'enfonce la clé dans la serrure et entre. Bonjour chérie, je suis rentrée. Je pose mes affaires sur une table avant de m'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Je glisse ma main autour de sa taille, dépose un baiser sur sa joue. Elle est magnifique. Et son sourire exprime une joie que je n'aurais jamais cru voir. Tu as passé une bonne journée ? Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Je prends mon sac et en sors une belle robe. Une robe qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa robe noire. Celle qu'elle portait quand elle travaillait encore au bar. Sa robe est trop tachée pour qu'elle puisse la reporter. Alors j'ai pensé que ça lui ferait plaisir d'en avoir une neuve. Je lui tends l'habit, mais après plusieurs secondes d'indifférence de sa part, je la lui pose sur les jambes. J'espère qu'elle te plaît. J'aimerais beaucoup te voir avec ce soir. Malheureusement, elle n'est plus en capacité de me répondre. Je t'aime, Elena. Mon sous-sol n'a jamais vraiment été un endroit accueillant. Il n'est pas meublé, il n'y a pas de tapis, et les murs sont faits de briques apparentes et ennuyeuses. À une des extrémités, il y a un vieil escalier en bois, qui grince à chaque fois que quelqu'un l'utilise. Derrière se trouve un espace de rangement, qui commence à environ 1 ou 2 mètres du sol, et qui s'étend sur environ 15 mètres sous le garage. Cet endroit est un vrai dépotoir, parce que mon frère ne le nettoie jamais. Des jouets, des outils et des objets divers sont éparpillés sur tout le plancher du sous-sol, ce qui est un exploit si l'on considère la taille du lieu. Il n'est pas très large, mais il fait au moins 25 mètres de long, en prenant en compte l'espace de rangement. Cependant, il n'est pas facile de le voir d'un bout à l'autre, vu que le chauffe-eau, le four et d'autres appareils se trouvent pile en bas des marches, rendant ainsi le transport de gros objets, comme le sapin de Noël, impossible. Bref, un soir, nous avons reçu des amis à la maison. Par nous, je veux dire mes parents et moi. Ils sont venus avec une petite fille, de 4 ou 5 ans peut-être. Et comme mon frère n'était pas là, comme d'habitude, je me suis retrouvée à garder cette fillette, pendant que les adultes discutaient autour d'un dessert. Comme le sous-sol contenait beaucoup de jouets, j'ai pensé que c'était une bonne idée de l'emmener en bas. Surtout qu'il n'y avait rien d'intéressant à l'étage pour une enfant de son âge. La première chose qu'elle a trouvée en descendant était une grande boîte. Nous venions de remplacer notre machine à laver, donc son gigantesque carton se trouvait au milieu de la pièce. Au moment où elle s'est glissée dans le contenant, c'était comme si j'avais complètement disparu. Elle était entrée dans son propre petit monde, en jouant comme dans une cabane. Je l'ai ignorée pendant un moment pour regarder mes mails pendant qu'elle s'amusait. Mais elle a fini par attirer mon attention. « Qui est-ce » a-t-elle répondu. J'ai cligné des yeux avec incompréhension. « Qui » ai-je répondu confuse. « Cet homme là-bas. L'homme en noir » a-t-elle précisé, le visage complètement impassible. « Il n'y a personne » lui ai-je dit. « C'est parce qu'il est monté à l'étage » a-t-elle répliqué. À ces paroles,
Nous sommes remontés et je me suis assise avec mes parents pour le reste de la soirée, sans penser à rapporter un mot de ce qu'elle avait dit. 2 ans plus tard, j'ai invité des amis vers la mi-février. Comme je suis dans le Wisconsin, cela signifie que si l'idée vous prend de sortir la nuit à cette époque de l'année, vous serez gelé en moins de 10 minutes. Mes amis et moi étions donc coincés à l'intérieur, et nous sommes descendus pour enquêter sur le sous-sol hanté. En somme, je leur avais parlé de la même histoire que je vous ai racontée avant. Nous étions 5, dont mon cousin et moi. J'avais un magnétophone pour enregistrer les sons, mon cousin avait un appareil photo numérique, et les autres étaient armés de lampes de poche. Ils voulaient éteindre les lumières, même si c'était un peu à contre-cœur pour certains. Nous avons donc tiré les ficelles des lampes pour nous mettre dans le noir, et sommes restés assis dans le sombre sous-sol. Mais ça n'a duré que quelques secondes. Une ampoule d'halogène a commencé à clignoter presque immédiatement au-dessus de ma tête. J'ai levé la main pour constater qu'elle n'était qu'à moitié vissée, et qu'il y avait sans doute un faux contact quelque part. Au final, ce n'était qu'une coïncidence. J'ai donc débranché l'ampoule. Presque prêt. Une fois mon enregistreur allumé, j'ai dit à mon cousin de démarrer la caméra de son appareil photo. Il était plus de 11 heures du soir. Il n'y avait pas de bruit, pas le moindre son. Plusieurs minutes se sont écoulées. On a même fait ce truc qu'ils font à la télé, où on pose des questions à n'importe qui ou n'importe quoi. Et comme nous n'avons pas eu la moindre réponse, ça s'est un peu transformé en blague. On a ri de la situation, tout en se sentant assez stupide pendant un bon moment. Et puis finalement, l'appareil photo de mon cousin a envoyé un avertissement de batterie faible. Nous avons donc décidé de prendre les dernières minutes plus au sérieux. Ok, je vais lancer un compte à rebours à partir de 3. Ensuite on se calme. A annoncé mon cousin. 3, 2, 1. Quelques instants de silence se sont écoulés. Une demi-seconde après que l'appareil photo de mon cousin ait émis le bip sonore, avant de s'éteindre, j'ai appuyé sur le bouton off de mon enregistreur. Et nous sommes montés à l'étage pour écouter ce que nous avions capté. Bien sûr, tout ce qu'on a pu enregistrer était assez calme. Nous avons écouté toute la bande. Et pendant un bout de temps, nous n'avons entendu que le son de nos propres voix. Jusqu'à ce passage. Ok. Je vais lancer un compte à rebours à partir de 3. Et ensuite on se calme. 3, 2, 1. Quelques secondes se sont écoulées dans le silence, jusqu'à ce que le bip de l'appareil se fasse entendre. Mais pendant la demi-seconde entre le moment où la caméra s'est arrêtée et celui où j'ai éteint le magnétophone, un murmure s'est fait entendre. Ne partez pas. Nous nous sommes tous regardés, complètement pétrifiés. Qui est-ce ? A demandé l'un de mes amis. L'homme en noir, lui ai-je répondu. Je suis franco-bulgare. Ma mère est arrivée en France à l'âge de 18 ans. Et de ce fait, j'ai baigné dans la culture de son pays autant que dans celle du pays où je suis née, depuis ma plus tendre enfance. Je suis d'ailleurs très proche de ma famille qui vit en Bulgarie. Et depuis que je suis petite, je vais souvent passer mes vacances d'été et de Noël chez eux. Avec mes cousins, l'une des choses qu'on aimait le plus quand on était petit, c'était quand nos grands-parents et notre arrière-grand-mère nous racontaient des histoires. Mais ce n'étaient pas des contes pour enfants pleins de bons sentiments, avec une jolie morale à la fin. Non. Nous, ce qu'on a toujours préféré, et même réclamé, ce sont les mythes du folklore local, et toutes ces vieilles légendes urbaines connues par les plus anciens. Des histoires avec des croque-mitaines pour nous rendre sages quand on est seul à la maison, et des légendes plus ou moins connues par les gens du coin, ou plus ou moins effrayantes, pour nourrir la curiosité de nos cerveaux d'enfants, mourant d'envie d'en savoir plus, et accessoirement, mourant de peur à la tombée de la nuit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait divers datant de 1985, et ayant même très librement inspiré un film bulgare à moyen budget, à base de maisons hantées et de malédictions. Sauf que la vérité, c'est que personne n'a jamais su expliquer ce qu'il s'était passé à Villa Rosa, ou Roseville en français, située dans les Balkans cette année-là. Tout a commencé quand, en 1985, un groupe de 5 amis a décidé de profiter d'un week-end pour se réunir, et partir tous ensemble pour une randonnée dans l'est des Balkans, sur le site naturel dit « Le Vieil Homme Blanc ». Ce surnom lui a été donné à cause de l'énorme chaîne pluricentenaire qui s'y trouve. Vous devez vous en douter. Si je vous en parle, c'est parce qu'aucun d'eux n'est jamais revenu de ce week-end de randonnée. En vérité, l'histoire est mystérieuse, mais plutôt brève. Lorsque les proches des 5 amis ont réalisé après quelques jours que personne ne revenait, ils ont décidé de signaler la disparition à la police, qui a entrepris des recherches.
pensant que quelque chose aurait pu se passer au cours de ce week-end. Ils auraient très bien pu être perdus ou blessés, ou sans doute les deux. Après tout, la nature est hostile. En effet, quelque chose était bien arrivé. Mais c'était beaucoup plus sérieux qu'une simple petite blessure, ou le fait d'être perdu dans la nature. 4 des membres du groupe furent retrouvés dans la vieille bâtisse, au pied de la montagne. Le fameux ancien chalet de chasse surnommé Villa Rosa. Ils étaient tous morts, éparpillés à l'intérieur du chalet, et horriblement mutilés. Il n'y avait pourtant aucune trace d'un quelconque animal qui serait passé par là, ou même d'un humain qui se serait enfui. Ce qui est plus troublant encore, c'est que le 5e membre du groupe, un jeune garçon prénommé Vassil, s'est comme évaporé dans la nature. Il n'a jamais été retrouvé, ni mort ni vivant. Il est d'ailleurs toujours porté disparu presque 40 ans plus tard. À l'époque, l'affaire a fait énormément de bruit. Certaines rumeurs disaient que ces gens avaient été tués par un loup-garou. D'autres encore disaient qu'une secte satanique était cachée dans la forêt, et qu'ils avaient été sacrifiés en l'honneur d'un démon. Que Vassil était complice de ces prêtres sataniques, et que c'était la seule explication logique à sa disparition mystérieuse. Bien sûr, aucune de ces théories n'était fondée. Mais ce n'est pas pour autant que la lumière a été faite sur cette affaire. Le policier en charge de l'enquête a même avoué des années plus tard que le cas Roseville resterait à jamais le point noir de sa carrière. Les histoires autour de cet endroit pourraient s'arrêter là. Mais en vérité, ce n'est pas le cas. Une autre histoire raconte que dans les années 70, un groupe de militaires en expédition dans les Balkans se serait arrêté près du vieil homme blanc le temps d'une nuit. Rien d'anormal, non ? Encore une fois, vous vous doutez bien que s'il ne s'était rien passé, je n'en parlerai pas. L'histoire a seulement retenu que les militaires ont détalé comme des lapins en plein milieu de la nuit. Après avoir entendu, et aussi, soi-disant, vu rôder une bête plus grosse qu'un animal ordinaire, et qui faisait un atroce bruit de grognement. Certains racontent qu'ils auraient profané l'endroit en manquant de respect à la nature, et que la forêt aurait envoyé la bête pour les punir. D'autres personnes, à l'esprit moins moraliste, mais plus imaginatif, préfèrent se dire qu'un affreux monstre hante les alentours, et que lui seul est responsable de tous les faits divers survenus aux alentours de Villa Rosa et du vieil homme blanc. Mais ce n'est pas si étonnant que ça, de voir autant de gens spéculer à propos de la supposée bête du vieil homme blanc, à chaque fois que quelque chose d'hors du commun se passe là-bas. Rien que la légende autour de l'origine du célèbre chêne blanc qui s'y trouve, et qui a donné son surnom à l'endroit, fait référence à un horrible monstre. On raconte qu'il y a très longtemps, 3 frères vendeurs de fourrures qui voyageaient dans les Balkans ont été pris par une tempête de neige, au niveau de ce qui est aujourd'hui le vieil homme blanc. Alors, ils ont installé un campement pour y passer la nuit, et se sont endormis au bout de quelques heures. Le plus jeune des 3 frères, qui à la base ne voulait pas entreprendre ce voyage avec ses 2 aînés, a vu dans ses rêves cette nuit une affreuse et très grande créature, avec une tête de chien, des griffes et un énorme pendentif très brillant autour du cou. La créature voulait racheter toutes les peaux des 3 frères, en échange de son pendentif. Et bien sûr, dans son rêve, le cadet a accepté ce marché, plus heureux que jamais d'avoir fait la meilleure affaire de sa vie. Sauf qu'à son réveil, son rêve si génial serait devenu un véritable cauchemar. Pendant qu'il dormait, ses 2 frères aînés avaient été dépecés, et les peaux de loup qu'il vendait avaient été remplacées par les leurs. Ses mains et ses vêtements étaient couvertes de sang, et le pendentif récupéré dans son rêve était autour de son cou, ce qui laissait entendre qu'il avait lui-même commis ce massacre. La légende dit qu'au lieu de s'échapper de la forêt, il y serait resté jusqu'à sa mort, survenu quand il était très âgé, à ne rien faire d'autre que de marcher en espérant tomber sur la bête et lui rendre son pendentif en échange de la résurrection de ses 2 frères. Il est dit que le jour où il est mort, un chêne a poussé au milieu de la forêt de pins, par-dessus son cadavre. Mais il paraît que toutes les nuits, on peut l'entendre hurler de désespoir en appelant la bête pour la faire sortir de sa tanière. Est-ce que vous faites le rapprochement entre cette légende et la mort des compagnons de Vassil, notre porté disparu ? Ce n'est pas étonnant qu'une véritable légende urbaine soit née. Et c'est à cause de cette vieille histoire que le vieil homme blanc est surnommé ainsi, et qu'à chaque fait divers étrange ayant lieu à proximité, les gens parlent de monstres qui rôdent dans la forêt. La morale, s'il y en a une, c'est qu'il faut toujours respecter la nature, et surtout ne jamais marchander avec les inconnus. L'explication des meurtres de Villa Rosa et de la disparition mystérieuse de Vassil, il n'y en a pas, et je crois qu'il n'y en aura jamais. Tout comme il n'y aura jamais d'explication concernant la chose que les militaires de cette expédition auraient vu rôder dans la forêt des dizaines d'années avant les meurtres. Peut-être qu'en fin de compte,
Il y a vraiment une bête qui vit cachée quelque part au vieil homme blanc. Peut-être que Villa Rosa est réellement une maison hantée, et que ces fantômes ne sont pas commodes. Ou peut-être bien qu'un tueur en série qui y vit à l'état sauvage a décrété que cet endroit est sa maison. On ne saura jamais la vérité. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que si vous devez un jour vous promener aux alentours du site naturel du vieil homme blanc dans les Balkans, prenez garde à vous, car vous pourrez bien ne jamais en revenir. Jack continua d'appuyer sur le bouton de la télécommande, observant la chaîne suivante avant de changer à nouveau. Rien ne s'était passé durant les 2 jours précédents. Il n'y avait strictement rien d'intéressant à regarder. Mis à part quelques programmes payants, et d'autres programmes télévisés destinés aux cruciverbistes. Jack ne s'en réjouissait pas. Il soupira, se leva du canapé puis se dirigea vers son bureau, situé contre le mur à côté de son lit. Il avait déjà fini ses devoirs. Contrairement à son camarade de chambrée, Jack les faisait rapidement pour ne rien avoir à faire durant le reste de la journée. Il n'avait pas envie de jouer à un jeu vidéo. Plutôt de se rendre quelque part. N'importe où, tant qu'il sortait. Il attrapa son sweat noir et glissa les clés de son dortoir dans sa poche, après avoir fermé la porte derrière lui. Une bonne promenade autour du campus devrait faire l'affaire. Généralement, l'air frais le calmait et l'aidait à remettre de l'ordre dans ses pensées. En ce moment, il se sentait assez différent, sans vraiment savoir si c'était lui ou l'université elle-même qui était en cause. Il n'avait pas de petit ami. Sans raison apparente, il se sentait différent. Il pensait tellement fort que cela commença à lui donner mal à la tête. Il se frotta les tempes, poussant la porte qui menait à l'extérieur du bout du pied. Il devait être dans les environs de 18 heures. Le ciel offrait un sublime dégradé, passant du bleu à l'orange. Plus le temps passait, plus l'obscurité gagnait du terrain. Étrangement, le couvre-feu était fixé à minuit pile. Jack se demandait souvent pourquoi c'était si tard. Là d'où il venait, le couvre-feu avait été établi à 20 heures précises. « Salut Jack !» Le jeune homme leva les yeux pour voir l'une des filles de sa classe. Elle venait probablement de quitter les cours, puisqu'elle avait toujours son sac sur le dos. Il émit un demi-sourire et leva sa main pour la saluer. C'était Jenny Smith. « Hey Jenny, tu viens de sortir de cours ?» Jenny sourit et hocha la tête en ajustant la sangle de son sac sur son épaule. « Il se fait tard. Pourquoi es-tu restée aussi longtemps ?» Le sourire de la jeune fille s'effaça l'espace d'une seconde, avant de remonter avec bonne humeur. « J'étais juste en séance d'études. Les examens se rapprochent, tu sais. Il vaut mieux s'y mettre dès maintenant. » Elle rigola avant de replacer une mèche de ses cheveux derrière son oreille. « Et toi, que fais-tu ici? C'est bientôt l'heure du couvre-feu ?» Jack haussa les épaules, avant de lever la tête pour voir le ciel s'assombrir. Une légère bruine rafraîchissait l'air. « Je viens juste prendre l'air. J'ai déjà fait mes devoirs en classe, et je n'ai pas trop envie de jouer aux jeux vidéo, ou de regarder la télé. Voilà pourquoi je suis là. » Jenny hocha la tête, démontrant qu'elle lui prêtait attention, avant de sourire à nouveau. « Je dois y aller. À plus tard. » Avant que Jack puisse lui répondre, elle s'éloigna rapidement suivant le trottoir longeant les dortoirs. Jack leva un sourcil. Son esprit s'emplissait de questions, tandis que la pluie gagnait en intensité. « Merde !» murmura-t-il en courant vers la porte pour rentrer à l'intérieur des locaux. Il ne voulait pas être trempé par la pluie. Jack s'ébroua vivement, et ce faisant, ses cheveux mouillés projetèrent des gouttelettes partout. En empruntant les escaliers menant à sa chambre, il commença à chercher ses clés dans sa poche, en sifflotant une mélodie. Il écoutait son écho résonner dans la cage d'escalier. Maintenant qu'il y pensait, cela lui parut assez effrayant. Où étaient passés les gens? C'était trop calme pour un vendredi soir. Habituellement, il y avait des personnes partout, tandis que d'autres restaient dans les couloirs pour des cours particuliers. Peut-être étaient-ils rentrés pour le week-end? Ou peut-être dormaient-ils? Quand bien même, c'était beaucoup trop calme. Jack soupira en ouvrant la porte, remettant ses clés dans sa poche, après l'avoir refermée derrière lui. « Yo Greg, tu es là ?» Même pas une réponse, juste le bruit de la pluie qui frappait contre les carreaux. Je suppose qu'il doit étudier. C'était une première. Jack se dirigea vers son lit en se préparant à dormir. Il enleva son sweat à capuche, fit tomber ses chaussures,
et roula sur le matelas pour faire face au mur, sans se soucier de défaire les couvertures. Il voulait juste dormir. En fermant les yeux, Jack commença lentement à soupirer. Le bruit régulier de la pluie sur les vitres le berçait. Loué soit Chernobog. Ses mains ensanglantées nous apporteront le salut. Il nous rapprochera de notre paradis éternel. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Loué soit Chernobog. Loué soit Chernobog. Jack se réveilla en sursaut. Il haletait et ses yeux furetaient dans tous les coins, sentant ses mains trembler du mauvais rêve qu'il venait de faire. Il regarda autour de lui et se rassura de voir son colocataire Greg dans son lit. Il expira lentement et se leva en titubant vers le mini-frigo positionné de l'autre côté de la pièce. Son esprit était rempli de questions. Quelle était la signification de ce cauchemar? Il n'a jamais rêvé d'un truc pareil. Et pourtant, ce rêve avait l'air tellement réel. Saisissant une bouteille d'eau, Jack la déboucha et la vida d'un trait. Il laissa échapper un sourire, jeta la bouteille d'eau vide dans la corbeille de recyclage et se dirigea vers la salle de bain. Il s'arrêta devant le miroir. Ses mains agrippèrent le rebord de l'évier alors qu'il regardait son reflet. Il était pâle, les yeux injectés de sang. Il gémit, laissant sa tête s'abaisser, en luttant contre l'envie de vomir. « C'est quoi ce bordel ?» murmura-t-il en passant la main sur son front, pour essuyer la sueur. Il tenta de se raisonner. Ce n'était qu'un rêve. Les rêves ne se réalisent pas. Tu as trop joué à Silent House, c'est tout. Il retourna dans son lit et se rendormit sans tarder. Le matin suivant, Jack sentit que quelqu'un le secouait. « Jack, réveille-toi, tu dois voir ça !» Jack laissa échapper un gémissement fatigué et irrité sous les couvertures. Il écarta lentement les draps, pour voir ce que Greg voulait tant lui montrer. Le blond sourit et dégaina une photo sur son téléphone. C'était une photo d'une fille seins nus sur ses genoux, posant pour la caméra. « Elle a l'air ivre », murmura Jack somnolent. Greg siffla dans ses lèvres pincées, levant les yeux au ciel en fermant son téléphone. « T'es juste jaloux ?»« Connerie. Je préfère avoir une vie que de mettre une fille enceinte à l'université. »« Mais va te faire foutre. J'utilise des protections. » Peu importe. Jack replaça ses couvertures sur sa tête, en sentant le poids de son ami sauter de son lit. « Mec, j'ai fait un rêve bizarre la nuit dernière. » Jack s'arrêta quand son esprit traita le mot. Il fut immédiatement réveillé. « Vraiment ? Moi aussi ?» Greg haussa les épaules. Ses doigts bougèrent sur son téléphone, formant un texte qui devait être sans doute destiné à sa petite amie. « J'ai fait un rêve où ma grand-mère explosait comme un ballon, et me poursuit avec une tapette géante. » La peur et l'anxiété de Jack apaisés, il tourna la tête pour regarder son colocataire. « Qu'est-ce que c'est que ce genre de rêve ?» Greg a ri en tapotant sur son téléphone. « Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle me déteste. J'ai fait de la merde dans sa maison quand j'étais gosse. » Jack leva les yeux au ciel, tirant complètement les couvertures sur sa tête pour dormir davantage. Greg regarda et leva un sourcil. « Tu as dit que tu avais fait un rêve étrange aussi, non ? Tu t'en souviens ?» Jack était étendu là en silence. Il voulait juste qu'il parte. Le blond fronça les sourcils et commença à pousser Jack avec le pied. « Allez, dis-le-moi. Je sais que tu es réveillé. » J'ai rêvé d'un type qui prêchait. « Et tu dis que mon rêve est bizarre ? J'ai jamais dit que ton rêve était bizarre. Peu importe, continue. » Greg leva ses genoux et posa ses bras sur eux en écoutant le récit de Jack. Il y avait ces types qui prêchaient pour un gars nommé Chernobog, disons qu'il conduirait tout le monde au paradis, avec des mains ensanglantées. Ils étaient habillés de robes étranges et portaient des masques bizarres. Jack regarda son ami qui l'observait d'un air bizarre. « Tu as trop joué à Silent House, mec. » Jack sourit et haussa les épaules. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'aime les jeux d'horreur. » Jack passa la majeure partie de sa matinée à étudier pour les examens. Il souhaitait mettre un terme à ses études, avant de pouvoir profiter de son week-end. Greg partit voir sa petite amie, disant à Jack qu'il serait revenu aux alentours de 6 heures. Jack soupira et tourna la dernière page de son cahier, mémorisant lentement ses leçons. Soudain, quelqu'un toqua à la porte, l'interrompant dans ses révisions. Jack alla ouvrir. Il fut surpris de trouver Jenny sur son palier. « Oh ! Hé, Jenny !» Jenny sourit et le salua. « Salut, Jack. Qu'est-ce que tu fais chez toi un samedi ?» Jack regarda son bureau, avant de se retourner vers la jeune fille.
Je révise maintenant, pour pouvoir profiter du reste de la journée pour me reposer. Ginny hocha la tête avec compréhension, et posa ses mains sur ses hanches. Je suis sûre que tu as assez révisé comme ça. Tu devrais sortir. Tout le monde fait quelque chose aujourd'hui. Jack soupira. Je sortirai quand j'aurai fini, je suppose. Ginny rigola et acquiesça à nouveau. D'accord. À plus tard. La jeune fille partit en un éclair. Jack eut un léger sourire avant de fermer la porte, et retourna à son bureau. Il commença à relire la page. Il se posa une question. Comment Ginny savait-elle où se trouvait son dortoir? Il ne s'était jamais vraiment parlé, ni même partagé le numéro de chambre. Cela lui procura un sentiment effrayant. Mais son côté réaliste pensa autrement. Peut-être l'avait-elle vu rentrer dans sa chambre une fois sans qu'il le remarque. Peut-être que Greg lui avait dit dans quelle chambre il dormait. Il secoua la tête de frustration, se frappant les tempes. Tu ne fais que trop analyser, Jack. Pas besoin de t'inquiéter des choses inutiles, se dit-il en passant les doigts dans ses cheveux. Il avait enfin fini les révisions pour la journée. Il enfila son sweat et sortit de sa chambre. Quand il arriva en bas des escaliers, il soupira de soulagement en voyant le monde. Il y avait des gens qui jouaient au ballon, au football ou au basketball. Les filles s'étaient rassemblées en groupe à l'extérieur. Tout à coup, une main se posa sur son épaule. Jack se retourna pour voir Ginny. « Hey Ginny !» La jeune fille lui sourit. « Tu es enfin sortie de cette pièce sombre. » Jack sourit nerveusement, acquiesçant. « Tu devrais sortir avec moi et mes amis. On va se promener dans les bois. » Jack eut un air interrogateur. « Pourquoi faire ?» Ginny rit. « Nous ne faisons que traîner là-bas. Rien de bien méchant. » Jack se sentit un peu hésitant, puis il accepta de suivre Ginny. Elle le prit par la main et commença à le tirer à sa suite, enthousiaste. « Hurrah ! En route pour la grotte. » « La grotte ?» demanda Jack en regardant la forêt s'agrandir à chaque pas. « C'est notre repère, idiot. Sarah l'a trouvé au début de l'année. Alors nous avons décidé d'en faire notre lieu de rencontre. »« Nous ?» demanda encore Jack, regardant par-dessus son épaule l'école disparaître derrière les arbres. « Moi, Sarah, Bobby, Fred et Luna. Tu poses beaucoup de questions. » Jack ne put s'empêcher de rire nerveusement. « Désolé, j'ai juste un week-end difficile. » Ginny le regarda et sourit. À mesure que les minutes passaient, deux hommes contournèrent ce qui semblait être un chemin invisible, que seule Ginny pouvait voir. Jack ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Il était sur le point d'ouvrir la bouche pour poser une autre question, lorsque la jeune fille lâcha sa main, frappant dans ses mains. « Nous sommes ici !» Jack leva les yeux, pour voir une grande caverne, jouxtée d'un ruisseau. Deux filles et deux garçons en sortirent, saluant joyeusement Ginny, jusqu'à ce qu'ils voient Jack. Leurs sourires disparurent. Ils se penchèrent vers Ginny, chuchotant tout en le surveillant du coin de l'œil. Jack se sentit un peu nerveux, comme s'il n'aurait pas dû être là. Ginny se retourna aussi, lui faisant signe de les rejoindre, comme si tout allait bien. La brune prit une profonde inspiration avant de se frayer un chemin. Tous ne semblaient pas contents, malgré leur sourire forcé. « Hey !» Jack leva une main en une tentative de salutation primaire. Sarah le regarda avant de croiser les bras. « Salut !» dit-elle. « Hey !» dirent Bobby et Luna. « Salut !» dit Fred avec ses mains fourrées dans ses poches. « Que fait-il ici, Ginny? Je pensais que ça allait juste être toi. » Ginny roula des yeux à la déclaration de Sarah et passa un bras autour de Jack, sa main libre lui tapotant la poitrine. « Je pensais que ce serait cool si vous rencontriez Jack. C'est un gars vraiment cool et honnête. » Luna et Bobby se regardèrent pendant que Fred hochait la tête. « J'ai entendu parler de lui. C'est un étudiant intelligent. » Fred se dirigea vers Jack et le conduisit en direction de la grotte, discutant des jeux vidéo qu'il aimait. Sarah était mécontente. « Qu'est-ce que tu fais, Ginny? Tu ne peux pas laisser entrer des étrangers. Il ne va rien faire. Sois gentille avec lui, Sarah. » Sarah lui lança un regard noir, puis marmonna quelque chose dans sa barbe. Le groupe s'installa à l'intérieur. Tout le monde se blottit autour d'un feu de camp. Jack était assis entre Ginny et Fred, tandis que les autres terminaient le cercle. Jack était très mal à l'aise. Surtout que Sarah lui lançait des regards furibonds de temps en temps. Mais de toute manière, la soirée n'était pas mauvaise. Tout le monde en a appris un peu sur lui, en lui posant des questions, en parlant de ce qu'il aimait faire, de l'école et des examens. Jack regarda autour de la grotte en parlant. L'atmosphère était plutôt sympa, avec des tables, des bureaux, des endroits où ils installaient des livres, et ils avaient même un compartiment pour stocker de la nourriture.
C'était un endroit coordonné. Il y eut un coup de tonnerre au loin, ce qui attira leur regard vers l'entrée de la grotte. Une autre tempête? Sarah se plaignait en se levant avec un sac de livres sur son épaule. Je pars. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de me faire prendre dans la tempête. Au revoir. Sarah tourna les talons, courut vers son vélo posé contre un arbre et retourna à l'école. Luna et Bobby se levèrent. Nous ne voulons pas nous mouiller non plus. Nous reviendrons plus tard, d'accord ? Dit Luna en souriant à Jack et aux autres. Le duo sortit ses sacs de livres du sol, essayant de battre la tempête. Fred n'a pas bougé. Je vais rester un peu ici. Il y a des choses que je dois faire encore. Jack regarda Jenny avant de se lever du tabouret. Je vais y retourner aussi. Greg est probablement de retour et pourrait se demander où je suis. Jenny lui sourit et hocha la tête. D'accord, je vais aider Fred. Il suffit de suivre le même chemin pour retourner à l'école. On se voit plus tard, Jack. Jack sourit et leur dit au revoir. Il sortit de la grotte et se dirigea vers la forêt. Il ne devrait pas être trop difficile de revenir. Il suivit Luna et Bobby de loin. 1 heure plus tard, Jack déverrouilla la porte de son dortoir, l'ouvrant pour trouver Greg qui était sur son ordinateur portable sur le canapé. Greg leva les yeux et sourit. « Salut Jack, où étais-tu » demanda-t-il, surpris que Jack soit sorti aussi longtemps. « J'ai été invité à une base secrète dans la forêt derrière l'école » répondit-il en fermant la porte et en enlevant ses chaussures. Greg leva un sourcil et ferma son ordinateur. « Vraiment ? Invité par qui ? Tu sais, cette fille, Jenny dans notre classe. » Le sourire de Greg fondit comme neige au soleil. « Mec, cette fille est bizarre. » Jack fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire, elle est bizarre ? Bizarre comment ?» Greg détourna nerveusement les yeux avant de répondre. « Tu sais quel genre de merde on dit sur elle ? Elle a des livres sur des cultes monstrueux. Je te raconte pas de conneries. » Jack leva les yeux au ciel, avant de se diriger vers sa commode. « Mec, je suis vraiment sérieux. Tu ne devrais probablement pas sortir avec elle. » « Ouais, peu importe, » répondit Jack en fouillant dans ses vêtements. « Je vais prendre une douche. Une tempête va arriver. » Greg cligna des yeux et regarda par la fenêtre. « Oh, vraiment ? J'allais sortir avec Gabi ce soir, » gémit-il tristement, regardant les nuages tourner à un gris profond. Jack rit avant d'aller prendre sa douche. « Jack ? Jack, réveille-toi » Jack sentit Greg le secouer. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il en levant un regard nerveux vers Greg. Ce dernier regarda par la fenêtre. « Mec, y a quelqu'un dans le feu de la forêt. » Jack se frotta les yeux avec sa paume. « Quoi ? Quelqu'un est dehors, regarde !» Jack soupira, se frottant toujours les yeux avant de regarder par la fenêtre. À sa plus grande surprise, il y avait un feu allumé. Mais c'était loin dans les bois, presque dans les alentours de la zone, où se trouvait la fameuse base secrète de Jenny. « Tu as raison, il y a un feu, » murmura-t-il. La tempête s'était arrêtée. « Dis-moi, quelle heure est-il » 2 heures du matin. On devrait aller voir ça. On dirait que c'est là où se trouve leur petite cachette. Greg eut un regard paniqué. Je suis sûr qu'il y a une très bonne explication à ce feu. Oui, pour leur culte. Jack lui lança un regard noir. Mec, remets-toi en question. Y a pas de culte. Moi, je n'irai pas. Poule mouillée ? Demanda-t-il en regardant Greg s'énerver. Mec, sérieusement, on n'y va pas. Tu vas avoir des ennuis. Jack roula des yeux. Peu importe. Je vais vérifier ça par moi-même. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je le signalerai au directeur. Jack mit son jean, un sweat à capuche noire et ses chaussures. Tirant les lampes de poche d'urgence du tiroir du bureau, Jack se dirigea vers la porte. « J'y vais », cria-t-il en regardant Greg secouer la tête. « La curiosité a tué le chat. Tué le chat », rappela-t-il, regardant la porte se fermer. Jack descendit les escaliers. C'était probablement Jenny et ses amis. Après être sorti des locaux, Jack se dirigea vers la forêt, utilisant autant que possible la lampe torche pour suivre le chemin que Jenny avait emprunté avec lui la veille. Jack commença à devenir nerveux. Les minutes défilèrent alors que Jack approchait de la grotte. Il voyait de la lumière au loin et entendait quelques conversations. Ça ne ressemblait pas à Jenny ou à Bobby, ni à quelqu'un d'autre de leur groupe. Plus il se rapprochait, plus la voix devenait claire. En éteignant sa lampe torche, Jack se cacha derrière un arbre. Là, debout, à l'extérieur de la grotte, se tenait un groupe de personnes en robe,
au vu de leur taille. Ils devaient être des étudiants. Ils portaient tous des soutanes noires et des masques bleus dépourvus de bouche, avec 2 gros trous à la place des yeux. L'un d'eux monta sur un podium et leva les dans l'air. Merci à mes frères et sœurs de m'avoir rejoint cette nuit. Ce soir sera la nuit au cours de laquelle nous invoquerons notre Seigneur et Sauveur, Chernobog. Le groupe en dessous de lui dit « Loué soit Chernobog. Nous te saluons, Chernobog. Ce soir est la nuit, quand Chernobog choisira son sacrifice, celui qui nous emmènera au paradis, et qui nous libérera de cet enfer. » Le groupe d'étudiants se mit à applaudir, en chantant le nom de Chernobog. Complètement ahuri, Jack recula lentement de l'arbre. « Oh mon Dieu, il y a vraiment un culte ?» murmura-t-il. Jack se tourna pour retourner à l'école, seulement pour être arrêté par Jenny qui se tenait là depuis le début. « Jenny, merci mon Dieu, tu es là !» Jack courut vers elle. « Culte ? Il n'y a pas de culte, Jack. Tu ne fais que surréagir. » Elle rit doucement. Jack la secoua par les épaules. « Non, écoute-moi, nous devons partir !» La phrase de Jack fut interrompue par le choc d'un rocher sur sa tête. Ses yeux battirent légèrement en arrière, avant qu'il ne s'écroule sur le sol dans un bruit sourd. Des figures floues commencèrent à tourner autour de lui, alors qu'il regardait Jenny lui sourire. Alors, tout devint noir. Jack se réveilla après qu'on lui ait jeté un seau d'eau froide au visage. Un filet de sang coulait de sa tête sur son oreille, et le côté de son visage. Il grimaça, sentant sa tête trembler de douleur. Ses bras étaient fermement tenus dans son dos. Le chef de la secte se montra devant lui, et sourit sous son masque. Chernobog a trouvé son sacrifice. Salut Chernobog. Le groupe répéta la phrase. Jack tenta de se débattre. La douleur lancinante dans sa tête l'en dissuada. Vous deux deviendrez l'un des fils de Chernobog, l'élu, pour vivre dans ce monde misérable et accomplir ses devoirs. Le groupe cria de nouveau cette phrase. Jack secoua la tête aussi vite qu'il le pouvait. Non, non, vous êtes fous. Vous êtes tous fous. Laissez-moi partir. Il eut un cri de douleur quand ses bras furent tordus. Le chef se mit à rire, en se tournant vers le groupe derrière lui. Venez, mes frères et sœurs, aidez-moi à transformer ce païen en fils de Chernobog. Le groupe chanta la phrase, se rapprochant pour former un grand cercle autour d'eux. Loué soit Chernobog, car ses mains ensanglantées nous apporteront le salut. Il nous rapprochera de notre paradis éternel. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Loué soit Chernobog. Loué soit Chernobog. Jack écouta le groupe, alors qu'il commençait à chanter dans une autre langue. Les battements de son cœur se précipitèrent. Il regarda l'un des membres du groupe marchant jusqu'à eux, avec un plateau couvert d'outils et d'autres objets bizarres. La personne retira son masque, se révélant être Jenny. Elle sourit en prenant une cuillère du plateau. « N'est-ce pas le grand Jack ? Le grand seigneur Chernobog vous a choisi pour devenir son fils. » Jack secoua la tête, des larmes débordant de ses yeux. « Je n'ai jamais pensé que ce serait toi. »« Non, Jenny, non ! S'il te plaît, ne fais pas ça !» supplia-t-il. Elle gloussa en plaçant sa main sur son front. « Salut le grand Chernobog. » La jeune fille enfonça alors la cuillère dans l'œil gauche de Jack, ignorant le hurlement de douleur qu'il émit. Il se tortilla et lutta contre les 2 membres qui le retenaient. Jenny commençait à travailler sur son autre œil, regardant le sang couler sur son visage. Ignorant toujours ses pleurs et ses supplications, le chef intervint. « Voici la vue de Chernobog, » annonça-t-il. Jenny versa un liquide goudronneux dans les orbites vides de Jack, qui cria à nouveau en sentant la substance couler le long de ses joues. Plaçant ses mains sur le front de Jack, le chef commença à chanter dans la même langue que les autres. Observant le corps de Jack se ramollir, dans un dernier râle d'agonie, il regarda Jenny tenant un livre ouvert, sur le passage d'une langue différente. « Lève-toi, grand Chernobog. Lève-toi et prends le navire du sacrifice qu'on te donne. Offrez-vous à ce vaisseau. Soyez avec ce vaisseau. Lève-toi, grand seigneur Chernobog. Lève-toi, 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 lève-toi. » Jack se redressa au-dessus du cadavre de Bobby, arrachant le masque qu'il portait comme les autres. Il se leva, regardant le massacre qu'il avait engendré. Tous ceux qui étaient présents étaient morts. Des masques lacérés, des gorges tranchées, des entrailles répandues, des yeux arrachés. Son sweat et son pantalon tachés de sang, scalpel à la main,
Jack se tourna vers la dernière personne vivante, Jenny. Sa peau avait viré au noir. Ses dents étaient affûtées. Ses ongles étaient devenus longs et pointus. Il n'était plus humain. Elle sourit, le sang coulant de sa bouche alors qu'elle parlait. « Libère-moi. Une éternité. Un paradis. » Jack grogna, montrant les dents. « Tu ne mérites pas le paradis. Ni même les autres. » Il s'agenouilla, balayant le masque du sol. « Brûlez tous en enfer. » Elle attrapa faiblement sa cheville, suppliant d'être guidée jusqu'au paradis. Elle pleura. Des larmes amères coulèrent sur son visage, alors qu'elle l'appelait jusqu'à son dernier souffle. Un groupe d'étudiants a été massacré au West Point College. L'autopsie a révélé que tous les reins ont été enlevés pour des raisons inconnues. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un acte de culte présumé à l'école. L'étudiant Jack Nichols a été porté disparu.